Et tout de suite, la véritable histoire de Geronimo, guerrier apache. C'est un aspect méconnu du passé de l'Amérique. Un passé plus riche, plus étonnant que celui que nous pensions connaître. Terres indiennes nous entraînent à travers 4 siècles d'histoire, sur un continent immense. La chose la plus importante qu'un individu puisse posséder, c'est le pouvoir. Et ça fait peur. C'est l'histoire de l'espoir et du courage d'un peuple qui a lutté pour survivre. Notre culture était sur le point d'être anéantie. Tout notre mode de vie allait disparaître. Toutes les tribus de ce pays ont vécu l'horreur absolue quand elles ont été confrontées à cet envahisseur. Nous avons fait subir une véritable purification ethnique aux Indiens du Sud-Est. Ils ont fait ce qu'on leur avait fait. Mais en mieux. Du jour où les Européens ont débarqué, nous avons dû lutter par tous les moyens pour survivre. Découvrez cette facette de l'histoire américaine. Racontée par ceux qui la connaissent le mieux. L'histoire de destins remarquables et inoubliables. The Master of Life has appointed this place for us to light our fires. And here we shall remain. « 1886. En plein cœur de l'été, 39 Apaches courent à travers le désert en direction du sud-ouest, poursuivis par 5000 soldats américains. Ce sont les derniers Indiens qui continuent à résister à l'armée des États-Unis. Depuis plusieurs mois, cette poignée d'hommes, de femmes et d'enfants refuse de se rendre. Ils courent, encore et toujours, couvrant parfois plus de 100 km par jour. Dans tout le pays, les Américains sont horrifiés par les récits souvent enjolivés de cette traque. Les fuyards sont au nombre de 39, mais les soldats n'en ont véritablement qu'après un seul homme. Pour eux, il s'agit d'un meurtrier de sang-froid. Pour les Apaches, c'est un guerrier courageux et vengeur, qui défend âprement la liberté de sa famille, mais qui sera aussi à l'origine des pires souffrances qu'ils auront à endurer. Au cours de sa traque et dans les années qui suivront, il deviendra une légende et le symbole de la liberté absolue dans l'Ouest américain. Son nom, Geronimo.
Il y a bien longtemps, Coyote ouvrit le sac des ténèbres et l'obscurité enveloppa le monde. Les créatures de la nuit étaient ravies, mais les oiseaux et les petits animaux avaient hâte que le jour revienne. Ils décidèrent de jouer à un jeu pour ramener la lumière. Ils gagnèrent, mais un monstre des ténèbres demeura parmi eux. Après le jeu, le premier être humain, la femme peinte en blanc, donna naissance à un fils. Elle le cacha au monstre. Une fois le garçon devenu grand, il affronta le monstre et le tua. On le baptisa Apache. Depuis, tous les Chiricahua portent ce nom. Geronimo est né dans les années 1820, aux sources de la rivière Gila, près de ce qui allait devenir la frontière entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Il s'appelait Goyale, mais on l'appelait aussi Geronimo. Il avait peut-être encore d'autres noms. À l'époque, les gens avaient plusieurs noms. Dès l'âge de 6 ans, Geronimo apprend à chasser. Il passe des heures à ramper pour traquer des proies et attrape les oiseaux à main nue. Lorsqu'il tue son premier animal, il avale son cœur tout cru, afin de s'assurer une vie de chasse fructueuse. Les enfants apprenaient à esquiver les flèches et les jets de pierre. Très tôt, on leur apprenait à manier l'arc et les flèches. On leur apprenait aussi à courir sans fin, dès leur plus jeune âge. En grandissant, leur survie dépendait de ça. On apprend au petit Geronimo, tu n'as pas d'amis, à part tes jambes. Ce sont tes jambes, tes seuls amis. Le danger était partout. Il y avait toujours la peur qu'au détour d'un chemin, quelqu'un essaie de vous tuer. Entourés par leurs ennemis de toujours, les Utes, les Comanches et les Navajos, les Apaches ne sont que 8000, répartis en différentes tribus. Beaucoup de gens croient que les Apaches sont une seule et même tribu. Or, c'est un groupe de nations et de peuples différents, chacun possédant sa propre histoire, sa propre culture et son propre territoire. Chez les Apaches Chiricahua, le peuple auquel j'appartiens, il y avait 4 clans distincts. Les Cheyennés, qui étaient les Apaches de Warm Springs, les Choconen, qui vivaient près des montagnes Chiricahua, les Nednai, un groupe vivant au Mexique. Quant au 4e clan, celui auquel appartient Geronimo, c'est le plus petit, les Bedonkohe. Adolescent, Geronimo se joint aux hommes Bedonkohe lors de raids. Ces raids sont des attaques éclairs au cours desquelles les Apaches s'emparent des chevaux et des provisions dont ils ont besoin, avant de s'évanouir dans la nature. La vie des Apaches tournait autour de ces raids. Ils n'élevaient pas de chevaux, ils les volaient. Les raids étaient une bonne façon d'obtenir des chevaux, du bétail et des prisonniers. Et il y avait preneur pour chacune de ces marchandises. Il n'était pas rare que les Chiricahua fassent un raid dans un campement et revendent ce qu'ils avaient volé dans le campement suivant. Ça se passait comme ça depuis des années. Les Apaches ne considéraient pas ça comme un crime. Ils prenaient ce dont ils avaient besoin, et tant pis si les propriétaires n'étaient pas contents. Ils évaluaient les besoins de leur peuple, de leur clan. Ils voyaient s'ils avaient besoin de nourriture, de munitions ou de bétail, et ils organisaient les raids en fonction. Ces attaques constituent un mode de vie pour les Apaches et leurs voisins indiens. Mais pour les Mexicains vivant à proximité de leur territoire, elles sont intolérables. En réponse à ces vols incessants, le gouvernement mexicain légifère en offrant une récompense pour tous les scalps d'Apaches.
Les chasseurs de primes ne tardent pas à écumer le désert, tuant tous les Indiens qu'ils rencontrent. Pour chaque scalp, les chasseurs de primes touchaient une récompense. Un scalp d'enfant valait $25. Un scalp de femme, 50. Et un scalp de guerrier, $100. En dépit des chasseurs de primes, les Apaches poursuivent leur raid. À 17 ans, Geronimo a déjà 4 raids à son actif. Aux yeux des Bedonkohe, c'est désormais un homme. Il est en âge de participer aux expéditions de chasse et de prendre femme. Il tombe amoureux d'une jeune fille du nom d'Alope. Je crois qu'on peut dire qu'Alope était l'amour de sa vie. Geronimo est allé demander sa main à son père et le vieil homme lui a dit « Ça va te coûter beaucoup de chevaux ». Et il ajoute « Elle est trop bien pour toi ». Geronimo disparaît alors durant plusieurs jours. Lorsqu'il réapparaît, il ramène avec lui une longue file de chevaux. Il dira par la suite « Ça tenait lieu de cérémonie de mariage dans notre tribu ». En quelques années, Geronimo et Alope ont 3 enfants. Le couple ne manque pas d'accomplir les rituels ancestraux qui marquent chaque étape de la vie. À la naissance d'un bébé, on fait une petite cérémonie autour du berceau. Ensuite, lorsque l'enfant commence à marcher, il y a une autre petite cérémonie. Comme la plupart des femmes apaches, Alope perce les oreilles de ses enfants pour qu'ils grandissent plus vite et les baigne dans de l'eau où elle a fait tremper des fleurs sauvages pour endurcir leur peau. Et comme leurs parents l'avaient fait avec eux, Alope et Geronimo apprennent à leurs enfants des chants en l'honneur de Hussein, le Créateur, afin qu'il leur donne santé, force et sagesse. Au début des années 1850, Geronimo et sa famille se joignent à d'autres Apaches Chiricahua pour une expédition commerciale. Le groupe établit un campement en périphérie d'une ville mexicaine, du nom de Janos. Et les hommes partent pour faire affaire. Alors qu'ils s'en retournent, des femmes de leur groupe viennent à leur rencontre, affolées. En larmes, elles leur apprennent que des soldats mexicains ont mis leur campement à sac, volant chevaux et provisions et détruisant leurs huttes. Les Apaches se dispersent. Cette nuit-là, Geronimo se glisse en cachette jusqu'au camp. Il y découvre les corps de sa mère, de sa femme et de leurs 3 enfants dans une mare de sang. Quand il a vu toute sa famille massacrée là-bas, il s'est coupé les cheveux et les a laissés sur place avec eux. Sur toutes les photos qu'on a, les hommes ont les cheveux courts, comme moi. C'est un signe de deuil. Ils ont perdu quelqu'un. De retour chez lui, Geronimo déchire les peintures de sa femme, casse les colliers qu'elle a confectionnés et réunit les jouets de ses enfants. Comme les Apaches le font depuis des générations à la mort d'un être cher, il brûle tout ce qui appartenait à son épouse et à ses enfants. Le comportement de Geronimo a changé après le massacre de sa mère, de sa femme et de ses enfants.
Il a développé un rejet vis-à-vis des non-indiens. Il a changé du tout au tout. Ce n'était sans doute pas la chose à faire, mais il voulait se venger. Votre femme est morte, vos enfants sont morts, votre mère est morte. En un instant, on vous prend tout ce qui faisait votre vie. Il y a de quoi vouloir tuer le monde entier. Geronimo déclarera « Je n'avais plus de but. Mon cœur avait soif de vengeance. » Le pouvoir est partout. Il vit en toutes choses. Il peut se révéler à travers un mot ou apparaître sous la forme d'un animal. Nous avons tous un pouvoir, mais certains l'exploitent différemment. Le pouvoir parle à ceux qui savent l'écouter. La chose la plus importante qu'un individu puisse posséder, c'est le pouvoir. Et ça fait peur. C'est la vérité. Vivre avec le pouvoir est très difficile. Il est tellement puissant qu'il faut être sur ses gardes. Posséder un pouvoir est une grande responsabilité. On peut l'ignorer ou l'accepter. C'est à chacun de voir. Peu après le massacre de sa famille, Geronimo se réfugie au cœur du territoire Chiricahua. Seul, il enfouit son visage dans ses mains et se met à pleurer. Subitement, il sursaute en entendant une voix. Cette voix lui dit « Aucun fusil ne pourra te tuer. J'enlèverai les balles des fusils des Mexicains et je guiderai tes flèches. » Geronimo dira plus tard qu'il a reçu ce que les Apaches appellent le pouvoir, un don de Hussein. La notion de pouvoir est fondamentale dans les croyances Apaches. Tout le monde s'accorde là-dessus. Pour les Apaches, les individus sont détenteurs de certains pouvoirs. Le pouvoir de soigner, de guérir, le pouvoir de voir ou de sentir les choses à distance. Il y avait des gens qui savaient où vous étiez, d'autres qui savaient où trouver des chevaux, d'autres encore qui savaient comment chasser. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Geronimo avait ce qu'on appelle le Ndakeodi, un pouvoir qui agissait sur l'esprit de ses ennemis pour que leurs balles ratent leur cible et se transforment en eau. C'est grâce à ce pouvoir qu'il est resté en vie. Peu après avoir entendu cette voix, Geronimo décide de tester son pouvoir. Il demande au chef Chiricahua l'autorisation de venger le massacre de Janos. Accompagné de 200 hommes, il pousse au combat les soldats mexicains qui ont tué sa famille. Il mène la charge sous une pluie de balles, tournoyant, esquivant, et poignardant lorsqu'il est à court de flèches. Il court, virevolte, zigzague, et les Mexicains sont terrifiés. Jamais ils n'ont eu à se battre contre un adversaire pareil. Quelle que soit l'arme qu'il avait en face de lui, il attaquait. C'était un guerrier acharné, un vrai combattant Chiricahua. Il n'avait pas peur des balles. C'est ce que mon grand-père disait. Geronimo et ses hommes déciment les soldats mexicains, qui à partir de ce jour tremblent à la simple évocation de son nom. Ce fait d'armes lui vaut également le plus grand respect des Chiricahua. Il prendra au fil des ans plusieurs femmes.
dont la fille du plus grand chef Apache Chiricahua, Cochise. Pourtant, Geronimo ne deviendra jamais chef. Aux yeux des Apaches, il est trop impulsif, trop susceptible et trop assoiffé de vengeance. Il y avait plusieurs membres de la tribu qui possédaient les qualités pour devenir chefs, qui étaient respectés pour leur sagesse et qui prenaient des décisions avisées pour notre peuple. Et Geronimo n'était pas de cela. Durant les 10 ans qui suivent cette première victoire, Geronimo affronte sans relâche les Mexicains au cours de combats sanglants. À l'époque, il est totalement inconnu des Américains. Leur première rencontre sera amicale. Une poignée d'arpenteurs américains vient d'arriver en territoire Apache. Et Geronimo leur échange des chevaux, des peaux et des couvertures contre des vêtements et de la nourriture. Il déclarera « C'étaient des hommes bons, et nous avons regretté qu'ils continuent vers l'ouest. C'étaient les premiers blancs que je voyais. » Il s'est sans doute dit que ces gens n'avaient rien à voir avec les Mexicains qui tuaient et asservissaient son peuple depuis un siècle, et qu'il y avait peut-être quelque chose à espérer de ces hommes aux yeux clairs. Ce que les Apaches ignorent, c'est que ces arpenteurs ont été envoyés pour délimiter les nouvelles frontières du pays. En 1848, à l'issue de la guerre américano-mexicaine, les États-Unis ont obtenu du Mexique d'immenses étendues de terre, et notamment une grande partie du territoire Apache. Dans les années 1850, ce sont des milliers d'Américains qui traversent la région, dont bon nombre de chercheurs d'or qui espèrent faire fortune en Californie. Les Apaches se réunissent pour décider de l'attitude à adopter envers ces nouveaux venus. Ils se tournent alors vers le seul chef capable de parler au nom de tous les clans Chiricahua, le beau-père de Geronimo, Cochise. Cochise est sans doute le plus grand guerrier et le plus grand chef que les Chiricahua aient jamais eu. Aujourd'hui encore, son nom est cité avec beaucoup de déférence. Cochise est réputé non seulement pour ses talents de guerrier, mais également pour ses talents d'homme d'État et de diplomate. Pour lui, les Américains sont gênants, mais pas dangereux. Aussi négocie-t-il un traité autorisant voyageurs, biens et courriers à transiter par le territoire de son peuple. Mais lorsque les anciennes mines d'or espagnoles sont rouvertes dans le sud-ouest du pays, les chercheurs d'or américains s'installent de façon permanente dans la région. Ces mineurs qui débarquent en Arizona sont souvent des hommes sans foi ni loi. Dans ces camps de chercheurs d'or, on trouvait pas mal de jeunes gens complètement désocialisés. C'était parmi les pires endroits de tout le Far West, et le racisme y était très virulent. Les chercheurs d'or vont devenir le cauchemar des Indiens. Certains d'entre eux sont de véritables barbares, qui n'hésitent pas à empoisonner la nourriture des Apaches à la strychnine, à ouvrir le ventre des femmes enceintes pour tuer leurs bébés, ou à vendre des fillettes Apaches comme esclaves. Lorsqu'ils décapitent un chef Apache vénéré et brandissent sa tête bouillie en guise de trophée macabre, Cochise estime qu'ils sont allés trop loin. Il pensait qu'il fallait punir ceux qui se conduisaient mal, qui tuaient et faisaient souffrir son peuple. Il était bien décidé à ne plus laisser quiconque profiter de lui ni des siens. Cochise exhorte Geronimo et les autres guerriers Chiricahua à se venger. Geronimo déclarera « Tous les Indiens ont décidé de ne plus fraterniser avec les hommes blancs. Parfois nous les attaquons, parfois ce sont eux qui nous attaquent. » Les Chiricahua attendent alors des embuscades aux diligences et aux convois de chariots. Ils mutilent les passagers en leur écrasant la tête avec des pierres, en les transperçant de leurs lances ou en les suspendant au-dessus de feu. C'est l'expression de la nature humaine.
Ils ont fait ce qu'on leur avait fait, mais en mieux. Désormais âgé d'une quarantaine d'années, Geronimo porte les traces de ses nombreux combats. Il avait des traces de balles sur la joue. Un journaliste a écrit que l'une de ses blessures avait inscrit un rictus sur son visage, un rictus de haine, de mépris. Il avait un visage très impressionnant, extrêmement beau dans son genre. En langue apache, on dirait Ashke. Il y avait de la férocité et de la colère dans ce visage. Durant les années 1860, alors que la guerre contre les Apaches fait rage, les colons blancs qui arrivent toujours plus nombreux dans la région accusent le gouvernement de ne rien faire pour les protéger. Dans la ville frontalière de Tucson, à l'est du territoire Chiricahua, les journaux appellent à la riposte. Un journaliste écrit « Si l'extermination complète des Apaches ne semble pas concrètement envisageable, en revanche, les coups de fouet bien sentis devraient être encouragés. » Un autre surenchérit « Nous devons défendre notre race, car le sang est plus fort que l'eau. Lâchons sans ménagement les chiens de guerre contre tous ces Indiens. » Cette escalade de la violence prend Washington de court. Pour tenter de ramener le calme, le président Grant envoie ses meilleurs soldats en Arizona. Depuis la fin de la guerre de sécession, le général George Crook combat les Indiens sans relâche. Bien qu'il traque impitoyablement les Apaches, il fait également preuve envers eux d'une étrange empathie. De notre point de vue, le général Crook est l'un des militaires qui a fait le plus d'efforts pour considérer les choses du point de vue des Apaches. Et les gens de notre peuple ont apprécié que quelqu'un prenne la peine de venir leur parler. Crook vantait constamment l'intelligence des Apaches. Il était convaincu que si on leur donnait une éducation convenable, ils deviendraient très vite, je le cite, civilisés et feraient des citoyens éminemment respectables. Crook est chargé de faire appliquer la nouvelle politique fédérale à l'égard des Indiens. Au lieu de traiter les tribus en tant que nations souveraines, comme les États-Unis l'ont fait depuis plus d'un siècle, les autorités considèrent désormais les Indiens comme des pupilles de l'État. Durant les 10 ans qui suivront, l'armée américaine va cantonner les tribus les unes après les autres dans des réserves. Les réserves sont devenues la solution pour contenir les Indiens. On les parquait là pour pouvoir agir sur eux et les transformer pour qu'ils puissent s'intégrer à la société américaine. La stratégie de Crook était aussi simple que difficile à mettre en œuvre. Dans son idée, si les Apaches restaient dans les réserves, il ferait tout son possible pour leur rendre la vie la plus agréable possible. Mais ceux qui refusaient de se soumettre et qui continuaient à mener des raids, il était prêt à les traquer jusqu'au dernier. 10 ans auparavant, les voisins des Apaches, les Navajos, ont été confrontés à un choix identique. Se plier aux exigences américaines ou se battre. Les Navajos ont choisi la guerre. Mais après une campagne militaire sanglante, ils ont été soumis par l'armée américaine. Les survivants ont dû quitter leur territoire ancestral pour rejoindre une réserve lointaine. En chemin, des centaines de Navajos sont morts de faim et de maladie. Or, les Apaches savent précisément ce qui s'est passé. Les Navajos et les Apaches se connaissaient. L'information circulait entre eux.
Il y avait tout un réseau d'échange de renseignements entre les différentes tribus de la région. De nombreux Apaches se rendent à contre-cœur dans les réserves. Crook tente de les diviser. Il offre des primes à ceux qui acceptent de devenir éclaireurs pour l'armée américaine et traque ceux qui refusent de se soumettre. Lorsque les soldats sont venus, ils nous ont pris nos armes, nos chevaux et notre mode de vie. Ceux qui devenaient éclaireurs récupéraient leurs armes. Ils récupéraient aussi leur cheval. Avec l'argent qu'ils recevaient, l'argent des Blancs, ils pouvaient acheter de quoi nourrir leur famille. Je me demande ce que j'aurais fait à leur place. Dans quel camp j'aurais été. Tandis que les uns après les autres, les chefs Apaches se résignent à rejoindre les réserves, Cochise et Geronimo continuent à se battre. Mais bientôt, Cochise lui-même doit se rendre à l'évidence. Son peuple ne peut résister éternellement. Cochise reconnaît que les Anglo-Américains sont des adversaires bien plus redoutables que les Mexicains. Ils sont mieux équipés, leur armée est beaucoup plus efficace, et il sent qu'ils sont trop nombreux par rapport à son peuple. Après une décennie de guerre, Cochise accepte de mettre un terme aux tueries et aux raids Apaches au nord de la frontière mexicaine. En échange, les Américains créent une réserve pour les Chiricahua sur leur territoire ancestral, une région de montagnes et de canyons, de rivières et de vastes étendues. De bonnes terres aux yeux des colons américains. Les États-Unis leur ont dit qu'ils devaient rester à cet endroit. C'était l'arrangement qu'ils avaient conclu pour pouvoir rester sur leur terre. Les Chiricahua continuent à vivre selon leur mode de vie traditionnel, faisant des raids au Mexique lorsqu'ils ont besoin de chevaux ou de nourriture. 2 ans plus tard, en 1874, Cochise meurt, et l'accord qu'il a conclu avec les Américains est fragilisé. La mort de Cochise laisse un vide irremplaçable. Personne ne reprendra sa place. Personne ne sera capable de fédérer les différents clans Chiricahua comme il l'avait fait. À la mort de Cochise, les Américains se sont dit que c'était l'occasion de récupérer ces terres pour l'exploitation minière. En l'absence de leader de l'envergure de Cochise, ils avaient plus de chances de parvenir à leur fin. Après la mort de Cochise, le gouvernement américain décide de déplacer les Chiricahua à 250 km au nord, dans une réserve infestée de moustiques, du nom de San Carlos. Ceci libérera les terres des Chiricahua pour les colons américains et apaisera les Mexicains exaspérés par les raids Apaches. Un jeune agent responsable de la réserve, John Clum, est envoyé de San Carlos pour annoncer la nouvelle. À contre-cœur, les Chiricahua acceptent d'être déplacés. La dernière entrevue de Clum se déroule avec le beau-frère de Geronimo, le chef Ho. Ce dernier étant bègue, c'est Geronimo qui parle pour lui. Geronimo dit à Clum, « Nous irons à San Carlos, mais laissez-nous un peu de temps. » La nuit même, après avoir étranglé leur propre chien pour ne pas être trahis par leurs aboiements, Geronimo, Ho et quelques 700 Chiricahua prennent la fuite. Clum est fou de rage.
Pour lui, ce n'est pas Ho, mais bien Geronimo le responsable de cette traîtrise. Et il n'aura alors de cesse de le capturer. Le 21 avril 1877, Geronimo tombe dans le piège que lui a tendu Clum. Lorsqu'il arrive à Ojo Caliente, au Nouveau-Mexique, pour vendre des chevaux, il se retrouve cerné par des dizaines d'éclaireurs apaches, dont le propre fils de Cochise, Naiche. Il ramène Geronimo enchaîné à San Carlos. Il pensait qu'on allait l'exécuter. Il comprend qu'il ne mourra sans doute pas au combat, puisque son pouvoir lui a dit que ça n'arriverait jamais. Mais ça n'exclut pas la possibilité qu'il puisse se balancer au bout d'une corde. Clum enferme Geronimo dans le poste de garde de San Carlos, persuadé qu'il sera bientôt pendu. Mais Clum est subitement relevé de son commandement. Le nouveau responsable de la réserve ne voit pas la nécessité de garder Geronimo prisonnier. Après 4 mois de détention, ce dernier est relâché. Il n'est pas libre pour autant. Les soldats le traitent comme tous les autres Apaches de la réserve. Ils lui confisquent son arme, le forcent à porter une plaque d'identification, à être présent au recensement quotidien et exigent qu'il demande un laissez-passer pour ses moindres déplacements, même lorsqu'il part chasser. On lui ordonne également de planter des légumes et de creuser des fossés. L'endroit était trop chaud, trop rocailleux, trop épineux. Toutes les bonnes terres appartenaient à d'autres. Il n'y avait rien là-bas. L'endroit ne leur plaisait pas du tout. Même les chiens ne s'y plaisaient pas. Et pour couronner le tout, on voulait qu'ils deviennent agriculteurs. Non seulement on n'est pas des agriculteurs, mais il n'y avait rien à cultiver. Pendant 4 ans, Geronimo essaye tant bien que mal de survivre dans la réserve. Puis, à l'été 1881, il entend l'appel d'un chaman apache, surnommé le Rêveur. Cet ancien éclaireur de l'armée, qui connaît bien la culture américaine, incite les Apaches à revenir à leur mode de vie traditionnel. Les Apaches viennent de toute la région pour assister à ces cérémonies. Le Rêveur marque les 4 points cardinaux avec du pollen sacré. Les Indiens se placent en cercle autour de lui tandis qu'il prêche. Pour lui, les Apaches ne doivent pas chercher à se venger de l'homme blanc. Hussein veillera à ce que les Américains payent pour leurs crimes dans l'au-delà. Il plaide pour l'unité et la paix auprès d'un peuple qui en est privé depuis bien longtemps. Les Apaches, qui avaient le pouvoir de fédérer les autres et de leur faire partager une certaine vision des choses, étaient considérés comme une menace par les Blancs. Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait vu cet homme et que ce n'était pas un fauteur de troubles. Les responsables de la réserve, redoutant que le chaman incite les Apaches à la rébellion, envoient 85 soldats et 23 éclaireurs Apaches pour l'arrêter ou le tuer. Lorsque les soldats tentent de l'appréhender, ils sont immédiatement pris à partie par un groupe d'Apaches en colère. Soudain, des coups de feu retentissent. Le Rêveur est blessé. Révoltés par cette attaque contre un homme pacifique, les éclaireurs se retournent contre les soldats. Bilan de la fusillade, 7 soldats, 17 Apaches et le Rêveur sont morts.
Il n'a pas été tué par une balle, il a été décapité. Les soldats américains regagnent leur fort. Les éclaireurs mutins sont arrêtés et plusieurs seront pendus. L'incident fait alors le tour du pays. Dans le New York Times, on peut lire que les Apaches d'Arizona ont perpétré un massacre digne des heures les plus sombres de la guerre de sécession. Inquiets, les responsables politiques envoient des renforts du Nouveau-Mexique et de Californie. San Carlos ne tarde pas à grouiller de soldats américains. Geronimo se sent plus en danger que jamais. Il fallait être fou pour rester dans une zone pleine de soldats qui avaient déjà essayé de vous tuer. Le 30 septembre 1881, accompagné par Ho et 72 autres Chiricahua, Geronimo s'échappe de la réserve de San Carlos et prend la direction du sud. C'est le début de 5 années de résistance Chiricahua et de ce qui sera la dernière guerre indienne livrée aux États-Unis, grâce à laquelle Geronimo entrera dans la légende. Geronimo s'enfuit vers le Mexique, où il est un peu plus en sécurité. Lorsqu'il passe à proximité de la ville frontalière de Tombstone, les hommes d'affaires locaux exigent une protection. La ville vient d'élire un nouveau maire, en la personne de John Clum, l'ancien responsable de la réserve de San Carlos. Celui-ci voit là une seconde chance d'affronter son ennemi juré. Clum réunit un petit groupe d'hommes, dont un ancien shérif du nom de Wyatt Earp, qui a fait parler de lui lors de la fusillade de Quai Corral. Clum déclare « Si on attrape Geronimo cette fois-ci, on le renverra à l'armée cloué dans une boîte avec un lis en papier sur la poitrine. » Le groupe recherchera Geronimo pendant 2 jours. En vain. Ce dernier est allé se réfugier dans le seul endroit que les Chiricahua considèrent comme sûr. Il s'agit d'une zone située en territoire apache, dans les hauteurs de la Sierra Madre, où aucun étranger à la tribu n'a jamais mis les pieds. Les Américains ont baptisé cet endroit la forteresse Apache, mais c'est bien plus que ça. En fait, c'est un territoire entier que tout ce groupe d'Indiens considère comme son domaine. Et il s'étend sur des centaines de kilomètres. Là, Geronimo retrouve le plus grand rassemblement de forces Apaches depuis Cochise. Ce sont les derniers Indiens de tout le pays qui combattent encore l'armée américaine. Au cours des 20 dernières années, toutes les tribus ont été vaincues, les unes après les autres. Les Kiowa, les Comanches et les Cheyennes ont été parqués dans des réserves. Les Lakota se sont rendus. Le chef Joseph et les Nez Percés ont accepté un accord. Seuls les Chiricahua sont encore libres. Une liberté qu'ils célèbrent par une danse. Tout ce que fait un Apache est sacré. Même les danses. Ils ressentent une certaine invincibilité. Ils se disent, on a peut-être dû abandonner l'Arizona et le Nouveau-Mexique, et on ne pourra peut-être plus jamais vivre au nord de la frontière, mais on pourra vivre ici éternellement.
Durant plusieurs mois, Geronimo et les autres Chiricahua retrouvent avec plaisir leur mode de vie traditionnel. Les hommes chassent et reprennent les raids. Les femmes préparent du mezcal et du bœuf séché et fabriquent des tenues indiennes à partir de vêtements volés aux Mexicains. Mais Geronimo est inquiet. Il sait qu'il devient de plus en plus dangereux d'effectuer des raids dans les villages alentours et que l'armée mexicaine masse des troupes dans la montagne. Il sait également que tant qu'ils n'auront pas regagné la réserve, l'armée américaine sera à leur trousse. Il lui faut plus d'hommes. Et pour cela, il échafaude un plan audacieux qui ne fait pas l'unanimité. Il propose de retourner à San Carlos pour kidnapper les 400 Chiricahua du chef locaux, afin de les forcer à les rejoindre. Geronimo était très manipulateur. Il était capable de convaincre les autres d'entreprendre des choses défiant la raison. Geronimo avait la réputation d'être un bon orateur. C'était l'une de ses principales caractéristiques. Geronimo s'était fait son opinion et il voulait agir immédiatement, quel que soit le prix à payer. À l'aube du 19 avril 1882, Geronimo et un groupe de Chiricahua armés se glissent dans la réserve de San Carlos et menacent locaux de leurs armes. L'un des hommes de Geronimo s'exclame « Emmenez-les et tuez tous ceux qui refusent de venir avec nous ». Loco ne voulait pas partir. Il voulait s'installer là définitivement. La plupart des chefs de ces petits groupes voulaient se fixer. Ces chefs voulaient la paix pour le bien de leurs femmes et de leurs enfants. Loco et son groupe sont emmenés de force vers la forteresse Apache. Mais alors qu'ils arrivent en vue de la Sierra Madre, ils tombent dans une embuscade tendue par l'armée mexicaine. Les otages de Geronimo n'étaient pas armés. Des familles entières sont massacrées sur place. 78 Apaches, essentiellement des femmes et des enfants, mourront. La plupart des survivants rendront Geronimo responsable de la tuerie. L'un d'entre eux dira « Nous étions pleins de tristesse et de désespoir. Qu'avions-nous fait pour mériter un traitement aussi cruel de la part des nôtres ?» Geronimo n'a pas pris en compte la volonté de Loco et de son groupe, ce qui dénote un certain égoïsme. Cochise n'aurait jamais agi de la sorte. Il aurait respecté la décision de Loco. Mais Geronimo envisage les choses différemment. À ses yeux, le plus important est d'avoir étoffé son groupe d'Apaches libres. S'il a eu le moindre regret, il n'en a jamais fait mention. Coyote jeta une pierre dans l'eau en disant « Si elle coule, tout ce qui vit mourra. » Coyote savait pertinemment que la pierre coulerait, car c'était un fiefé coquin. C'est à cause de cette pierre que les hommes doivent mourir. Tout ce que les hommes font, Coyote l'a fait en premier. Un soir, au printemps 1883, des soldats américains appréhendent un jeune Apache qui vient de s'introduire dans la réserve de San Carlos. Il se nomme Tsoé, mais les Américains le baptisent Peaches. Ils pensent qu'il pourrait avoir des informations susceptibles de les mener jusqu'à Geronimo. Ils l'enchaînent, le suspendent par les bras et l'interrogent. Le jeune homme finit par parler et raconte son histoire. Bien qu'il ne soit pas Chiricahua, il a été enlevé par Geronimo avec le groupe de Loco et a perdu ses 2 femmes lors de l'embuscade tendue par les Mexicains. Il vivait à la forteresse depuis 1 an, mais sa famille lui manquait. Il ne faut pas oublier que Peaches n'était pas Chiricahua.
Déjà à la forteresse, les autres Indiens le surveillaient parce qu'ils le soupçonnaient d'être un renégat. Mon grand-père disait qu'il vivait parmi des gens très durs, qu'il fallait qu'il soit extrêmement prudent avec eux parce qu'ils risquaient des représailles à tout moment. La vie à la forteresse est difficile pour Peaches. Les Chiricahua se déplacent tous les 2 ou 3 jours. Ils n'ont pas grand-chose à manger. Une nuit, le jeune homme décide d'aller voir sa mère à la réserve de San Carlos. C'est en revenant qu'il est arrêté. C'est l'occasion que le général Crook attendait. Peaches connaît l'emplacement de la forteresse. Il va conduire l'armée américaine jusqu'à Geronimo. Un mois et demi plus tard, alors qu'il est à Chihuahua, au Mexique, Geronimo a une prémonition. Il déclara à ses hommes « Notre camp a été envahi par les troupes américaines. » Ils reviennent précipitamment à la forteresse et découvrent que le général Crook occupe leur camp avec plusieurs centaines de soldats et d'éclaireurs apaches. La forteresse a été prise d'assaut. Les Chiricahua n'ont plus d'endroit où se cacher. Ça a été un coup terrible pour Geronimo et les autres Chiricahua. Ils pensaient être éternellement à l'abri dans la forteresse. Même s'ils ne pouvaient plus aller nulle part, ils pensaient pouvoir vivre ici et y prospérer. La mort dans l'âme, Geronimo et son groupe acceptent de retourner à la réserve. Durant près de 2 ans, la paix semble être revenue en Arizona. Bien décidé à sédentariser une fois pour toutes les Chiricahua, le général Crook les laisse choisir l'endroit où ils veulent vivre. Ils choisissent les rives fertiles de Turkey Creek, une zone aux montagnes verdoyantes qui leur rappelle leurs terres ancestrales. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les Chiricahua semblent enfin prêts à s'installer pour de bon. Mais pas Geronimo. Il s'essaie à l'agriculture, mais n'y trouve aucune satisfaction et supporte mal d'être dirigé par de jeunes responsables blancs. Un beau jour, il décide que c'en est trop. Le 17 mai 1885, Geronimo et près de 150 Chiricahua quittent Turkey Creek, laissant la majorité de leur peuple dans la réserve. Les troupes américaines se lancent immédiatement à leur poursuite. Mon grand-père m'a raconté qu'il fuyait constamment. Il s'installait à un endroit pour la nuit et le quittait le lendemain. La cavalerie était toujours à leur trousse, donc ils étaient obligés de partir. Les fugitifs se dispersent, et Geronimo prend la tête d'un petit groupe d'hommes, de femmes et d'enfants. Désormais âgé d'une 60aine d'années, il est respecté comme un ancien, et bien qu'il n'ait pas le statut de chef, il est considéré comme un guide et un conseiller par ceux qui l'accompagnent. En cas de danger, on pouvait se fier à lui. Ma grand-mère m'a raconté qu'il marchait pendant des kilomètres. Les hommes couraient et les femmes suivaient à cheval. Ils pouvaient parcourir 100 à 120 km par jour. Et très souvent, les soldats qui les pourchassaient n'arrivaient pas à suivre. Ils fuyaient la cavalerie et ils se sont cachés au milieu de ces rochers. Et ils sont devenus des rochers. Geronimo possédait entre autres le pouvoir de suspendre le temps. On raconte que lors d'un raid, il a retenu l'aube pendant quelques heures pour leur laisser le temps d'approcher dans l'obscurité. Les Chiricahua abattent tous ceux qui croisent leur chemin. Un Apache racontera: si un civil nous voyait, il risquait de prévenir la cavalerie qui se serait lancée sur nos traces.
Nous étions donc obligés de le tuer. C'était affreux de voir des enfants se faire tuer. Mais les soldats aussi ont massacré nos femmes et nos enfants. Un jour, Geronimo fait mine de fraterniser avec le propriétaire d'un ranch. Il lui demande de tuer quelques moutons pour nourrir les siens. Après avoir profité du festin, Geronimo assassine son hôte, sa femme et leurs enfants. Il aurait également tué la famille d'Apache des Montagnes Blanches qui vivait au ranch, si les membres de son groupe n'étaient pas intervenus les armes à la main, pour l'en dissuader. Ils étaient tellement désespérés, humiliés et aux abois qu'ils réagissaient en frappant avec rage. Et ça pouvait parfois prendre des formes assez atroces. On ne conquiert pas un continent facilement, pas plus qu'on ne l'abandonne sans se battre. C'est l'histoire de la conquête de l'Amérique, et les partis en présence savaient que le combat serait violent, sanglant et douloureux. La plupart des colons du Far West considèrent Geronimo comme un meurtrier assoiffé de sang. Chaque fois que quelqu'un était tué ou qu'il y avait un raid, c'était toujours de la faute des Chiricahua, même s'ils étaient très loin de là. Et c'est parce que Geronimo courait toujours, en se vantant de ses exploits. Début 1886, les années de cavale touchent à leur fin. Tous sont fatigués, y compris Geronimo. Leur morale était au plus bas. Ils n'étaient plus qu'une poignée. Ils avaient le sentiment que le destin des Chiricahua était scellé. En mars 1886, Geronimo arrive au canyon de Los Embudos, au sud de la frontière mexicaine, pour y rencontrer le général Crook. Entouré d'une vingtaine de Chiricahua armés, il vient négocier les conditions de sa reddition. Des gouttes de sueur coulent sur ses tempes. Geronimo déclare « Mes hommes ne sont plus très nombreux. Ils ont commis des crimes, mais je veux que ces crimes soient effacés et qu'on n'en parle plus jamais. » Les ordres de Crook sont d'exiger une reddition sans condition des Chiricahua. Mais il sait que Geronimo n'acceptera jamais. Après plusieurs jours de négociations, Crook promet aux Apaches qu'ils pourront retourner en Arizona, s'ils passent d'abord 2 ans dans une prison de la côte Est. Geronimo et les Chiricahua finissent par accepter les conditions de Crook. Geronimo déclare « Je me rends. Faites de moi ce que vous voulez. Autrefois, j'étais libre comme le vent. Maintenant, je me rends. Et c'est tout. » Mais ce n'est pas tout. Geronimo va avoir un dernier sursaut, une dernière hésitation. Il doute constamment. Comment savoir s'il ne va pas à nouveau être trahi? 2 jours plus tard, tandis que la plupart des Chiricahua se dirigent vers le nord avec Crook, Geronimo s'enfuit dans la nuit avec un groupe de 21 hommes, 14 femmes et 6 enfants, presque tous de sa famille. Difficile de savoir ce que Geronimo avait dans la tête lorsqu'il a fait ce dernier coup d'éclat, parce qu'il savait ce qu'il risquait. Ils voulaient peut-être voir leur terre une dernière fois, pour la remercier de tout ce qu'elle leur avait donné. Je ne pense pas qu'il avait un plan pour survivre encore comme ça pendant 10 ans. C'était quelqu'un qui improvisait. Geronimo conduit son groupe au Nouveau-Mexique. Par la suite, il déclarera « Nous n'avions plus peur pour notre vie, car nous savions que tous étaient contre nous. Si nous étions retournés à la réserve, nous aurions été emprisonnés et mis à mort. Si nous étions restés au Mexique, ils auraient continué à envoyer des soldats à notre poursuite. Donc nous ne faisions pas de quartier ni ne demandions de faveur. » La nouvelle de la fuite de Geronimo se répand en Arizona et au Nouveau-Mexique. Les propriétaires de ranch
en appellent à la Maison-Blanche pour assurer leur protection. L'un d'eux écrit « Nous sommes entourés d'Apaches et nous avons des femmes et des enfants en bas âge avec nous. Par pitié, envoyez-nous des soldats. » La peur de Geronimo, le traumatisme qu'il a provoqué, a donné naissance à ce cliché typique du Far West. On est entouré d'Indiens et ils vont tous nous tuer. Furieuse que Crook ait laissé Geronimo s'échapper, les autorités fédérales le relèvent de ses fonctions. Il est remplacé par le général Nelson Miles, un militaire pur et dur, qui, à la différence de Crook, refuse de faire appel aux éclaireurs Apaches. Au lieu de cela, il déploie des milliers de soldats pour retrouver les Chiricahua en fuite. Les Chiricahua étaient retors. Ils se déplaçaient intelligemment et prudemment. Les soldats américains les ont traqués dans quasiment tout l'Arizona et jusqu'au Nouveau-Mexique. Mais ils poursuivaient des esprits. Ils étaient pourchassés par 5000 soldats américains, soit un quart de l'armée, plus 3000 soldats mexicains et sans doute un bon millier de miliciens. Donc il y avait 9000 hommes à la recherche de 39 fugitifs et ils n'ont jamais réussi à leur mettre la main dessus. Si ce n'est pas un exploit, je ne sais pas ce que c'est. Les journalistes affluent dans la région et décrivent avec force détails sordides la cavale de Geronimo et de son groupe. Sa notoriété dépassait les limites de l'Ouest américain. C'est à ce moment-là qu'il est devenu l'Indien le plus célèbre de tout le Far West et qu'on l'a surnommé le pire Indien ayant jamais existé. Geronimo devient un symbole. Son combat est perçu comme l'ultime résistance, pas seulement celle des Chiricahua, mais celle de tous les Indiens d'Amérique du Nord. Après 3 mois de vaines recherches, le général Miles est contraint de faire appel aux éclaireurs qu'il méprise tant. Quelques semaines plus tard, 2 éclaireurs Chiricahua de la famille de Geronimo se dirigent vers son campement dans les montagnes. Geronimo veut les éliminer, mais un membre de son groupe intervient. Mon grand-père a sorti son arme et a dit à Geronimo de ne pas les tuer parce qu'ils faisaient partie de leur famille. S'il n'était pas intervenu, ces hommes n'auraient jamais gravi la montagne. L'un des éclaireurs leur dit « Vous êtes traqués par des soldats de tout le pays. Si la nuit vous entendez une pierre rouler ou une branche se casser, il vous faudra courir. Vous devrez même manger en courant, car vous n'avez aucun ami en ce monde. » Et il ajoute « J'habite à la réserve indienne. On me laisse tranquille, je dors bien. J'ai même mon petit champ de maïs. » Geronimo accepte finalement de rencontrer un officier américain qui lui expose les conditions de sa reddition. Malgré tout ce que Geronimo pouvait éprouver personnellement, c'est sa sagesse de Chiricahua qui a fini par l'emporter. Et donc, il a accepté de renégocier avec la cavalerie. Il a été prévu que Geronimo et son groupe seront emprisonnés en Floride. C'est le président lui-même qui décidera du moment où ils pourront rentrer chez eux. Au cours des négociations, les Chiricahua apprennent que les Américains ont décidé de déplacer toutes leurs tribus, y compris les éclaireurs et ceux vivant à Turkey Creek. Tous devront rejoindre la Floride. Un fugitif écrit « Ma femme et mes enfants ont été capturés. Je les aime. Je veux être auprès d'eux. » Les uns après les autres, les fuyards se constituent prisonniers. Geronimo est le dernier à se rendre. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout le reste passe après. Notre histoire est d'abord celle de nos parents, de nos enfants, de nos cousins, de nos oncles, de nos tantes, de nos grands-parents et de nos petits-enfants.
La famille est au cœur de la communauté Apache. Toute la vie tourne autour de ça. Les individus isolés n'existent pas. Le 8 septembre 1886, Geronimo et son groupe prennent place à bord d'un train pour la Floride. Comme la grande majorité des Chiricahua, Geronimo n'a jamais pris le train, ni quitté les États du Sud-Ouest. Mon grand-père, ma grand-mère et leurs enfants sont montés dans ce train. Ils n'avaient rien fait de mal. Les Apaches qui étaient dans ce train ont eu le sentiment que c'était la fin de leur tribu, que les Blancs allaient les éliminer, que c'était encore une de leurs ruses. Lorsqu'il arrive à destination, Geronimo est emprisonné avec les Chiricahua de Turkey Creek et les éclaireurs qui avaient loyalement servi l'armée américaine. Le clan Chiricahua compte désormais moins de 500 individus, soit 4 fois moins que lorsqu'ils vivaient libres du temps de Cochise. Tous ont chèrement payé la farouche résistance de Geronimo. Les familles sont séparées. Les hommes sont conduits à Fort Pickens, les femmes et les enfants à Fort Marion, à plus de 400 km de là. Presque immédiatement, les prisonniers commencent à mourir de paludisme ou d'autres maladies tropicales. L'humidité, la chaleur, tout était différent, même les insectes, les moustiques. Pour les nôtres, c'était l'enfer. En 3 ans, 119 Chiricahua mourront, dont la femme de Geronimo et leur fille de 4 ans. Ce sont les États-Unis qui ont porté le coup de poignard fatal dans le cœur de notre peuple. Ce sont eux qui ont accompli cette destinée. En parquant les Chiricahua dans un endroit pire que San Carlos. Les autorités gouvernementales envoient les enfants Chiricahua dans un pensionnat de Pennsylvanie. Là, on leur coupe les cheveux, on leur interdit de parler apache et on tente de les convertir au christianisme. On leur disait, c'est fini, vous ne pouvez plus revenir en arrière. N'encombrez pas votre esprit avec ces vieilles croyances. On leur a appris à devenir occidentaux, à rejeter leur religion, leur pouvoir, le pouvoir de leurs ancêtres. La tuberculose fait des ravages au pensionnat. Seuls les enfants déjà mourants sont renvoyés dans leur famille. Moins de 2 ans après leur arrivée en Floride, tous les Chiricahua sont envoyés dans un camp de prisonniers d'Alabama, puis déplacés à Fort Sill, en Oklahoma. En tout, ils auront passé 27 ans en tant que prisonniers de guerre. Ce qu'a fait le gouvernement est lamentable, et il devrait en être tenu pour responsable. Mais lorsque le gouvernement fédéral libère enfin les Chiricahua en 1913, l'État de l'Arizona leur refuse le droit de revenir s'installer sur leur territoire ancestral. La plupart des Américains ignorent qu'il y a eu toute une tribu emprisonnée, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle était. En quelques années, la perception que les Américains ont de Geronimo change radicalement. À son arrivée en Floride, la foule se massait devant la prison pour contempler le pire Indien ayant jamais existé. 8 ans plus tard, lorsque Geronimo est conduit d'Alabama en Oklahoma, la foule se masse à nouveau, mais cette fois, pour l'acclamer en héros national. Car l'Amérique a changé.
La reddition de Geronimo a mis un terme aux guerres indiennes qui faisaient rage depuis près de 3 siècles. Dès la fin de cette époque, il y a presque immédiatement un sentiment de nostalgie qui s'installe. Ah, c'était le bon vieux temps quand on devait affronter ces Indiens féroces. Cette époque-là me manque. Autrefois considéré comme un vulgaire sauvage, Geronimo est désormais traité comme un valeureux guerrier, ayant surmonté les pires obstacles. Dès le début du XXe siècle, Geronimo a incarné certaines des valeurs chères au cœur des Américains. Il est le combattant solitaire, le défenseur de son peuple, celui qui n'abandonne jamais, l'ultime opprimé. Il est devenu le symbole nostalgique des ennemis d'autrefois. Il y a quelque chose de typiquement américain dans ce revirement. Tandis que tous les autres Chiricahua sont sous bonne garde, Geronimo, lui, est autorisé à voyager. Il assiste à des expositions et participe à des conférences sur le Far West. Le fait de voir Geronimo adopter ou faire mine d'adopter la culture américaine, c'était une grande victoire symbolique. La civilisation américaine était arrivée, et même Geronimo l'avait adoptée. En 1905, le président Roosevelt demande à Geronimo de conduire sa procession inaugurale. Tandis que l'Apache de 80 ans descend Pennsylvania Avenue à cheval, des spectateurs jettent leur chapeau en l'air en criant « Vive Geronimo !» Quelques jours plus tard, Geronimo rencontre le président et lui demande l'autorisation de retourner en Arizona. Il lui déclare « Mes mains sont attachées par une corde. Je vous prie de la couper et de me rendre ma liberté. Laissez-moi mourir dans mon pays. » Roosevelt lui répond « Mieux vaut que vous restiez où vous êtes. » Le ressentiment est toujours fort en Arizona, lui explique-t-il. Et il ajoute « C'est tout ce que je peux dire, Geronimo. » Par un jour de février 1909, tandis que le plus célèbre Indien rentre chez lui, il tombe de cheval. Il restera étendu dans le froid durant toute la nuit. Lorsqu'un ami le découvre, il est très faible. Il mourra 6 jours plus tard, sans avoir retrouvé la liberté. Si les Américains voient en lui un héros, les sentiments qu'il suscite chez les Apaches sont plus ambivalents. Il y a différents points de vue sur l'homme, sur sa personnalité, sur la façon dont il a agi et sur les conséquences que ça a eues pour le reste de la tribu. Les Apaches ont beaucoup souffert à cause de lui. On a tous souffert avec lui. Une bonne partie de la tribu lui en voulait. On ne le considère pas comme un héros. Il n'était pas seul. Et quand les Blancs lui attribuent tous ses crimes, ils oublient tous ceux qui étaient avec lui. Parce qu'il n'agissait pas seul. Il y a aussi beaucoup d'autres noms perdus dans l'histoire. Perdus dans les canyons mexicains. Perdus dans les montagnes des Chiricahua. Des noms oubliés depuis longtemps. Si les autres Apaches ont pu demeurer dans le sud-ouest du pays, les Chiricahua, eux, ont payé le prix fort pour la résistance de Geronimo. Ils n'ont jamais été autorisés à rentrer sur leur terre. Il a tué beaucoup de gens. Pourquoi se souvient-on de lui alors qu'il a commis toutes ces atrocités? C'est parce qu'il a marqué le peuple américain. Il leur a laissé une cicatrice. Sur son lit de mort, le vieil Apache est encore rempli de regrets. Il fait appeler son neveu à son chevet et lui murmure « Je n'aurais jamais dû me rendre. J'aurais dû me battre.
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi.